C'est un grand jour aujourd'hui pour Actu Réfractaire puisque nous lançons notre grande campagne de financement annuel. C'est ça qui va nous permettre de continuer notre travail en toute indépendance pendant un an et de continuer à développer de nouveaux formats pour nos chaînes. Alors si vous êtes un habitué des contenus réfractaires, pensez à y jeter un coup d'œil. Autre annonce, le Discord de Cathédrale Osseuse et d'Agauche organise une projection débat en ligne librement accessible sur Discord samedi à 21 h à l'occasion de la journée internationale des luttes pour le droit des femmes. On vous met évidemment le lien du Discord en description si vous voulez jeter un coup d'œil. On va donc passer à l'actu. Suite au discours de Macron hier, bon nombre d'éditocrates et de politicards ont appelé à la mobilisation. T'as eu des annonces de défense européenne et même des costards cravates qui disent que les jeunes devraient aller se mobiliser à la guerre, voilà, tranquille en direct. En attendant, les actions des entreprises de guerre, elles s'envolent. Ça c'est pour l'Ukraine et on en avait parlé hier, mais aujourd'hui on va s'intéresser à un autre front, celui de la Palestine qui continue de rebattre les cartes des rapports de force géopolitiques. C'est le nouveau sujet de ce Dessous des tables écrit par Deb et Paul. On va commencer par un rapide rappel des événements récents à Gaza pour comprendre la situation. Netanyahou menace de relancer une guerre encore plus intense sur Gaza alors qu'il était convoqué ce lundi devant la Knesset au Parlement israélien. C'était une session spéciale qui avait pour but de former une commission d'enquête officielle sur les événements du 7 octobre 2023 réclamés par la famille des otages. Seuls 40 membres des 120 de la Knesset étaient présents à son discours, les autres font partie de l'opposition et ont boycotté le Premier ministre. D'ailleurs, ce dimanche, les postes frontières par lesquels passe l'aide humanitaire qui se rendent à Gaza ont été à nouveau fermés. Et tout ça dans un contexte de changement majeur dans les politiques états-uniennes. Entre le 5 et le 10 février, t'as Trump qui a déclaré sur Fox News que les Palestiniens ne reviendraient pas à Gaza alors même que près de 300 000 d'entre eux retournaient vers le nord dès fin janvier, célébrant par la même occasion le Ramadan au milieu des ruines. Ce revirement s'est concrétisé par un plan de transformation de Gaza en Riviera du Moyen-Orient, et ça sous contrôle états-unien. Le 22 février, sur son média social, Trump publiait une vidéo générée par IA montrant Gaza transformée en station balnéaire de luxe après l'évacuation des 2,2 millions d'habitants. Pour justifier cette expropriation, Trump présente Gaza comme un bidonville qui aurait besoin entre 15 et 25 ans de reconstruction, faisant passer son plan d'expulsion comme une initiative presque humanitaire pour offrir un meilleur environnement aux Gazaouis. Le projet prévoit leur relocalisation des Gazaouis en Égypte et en Jordanie. Ce mardi après-midi, s'était aussi tenu le sommet exceptionnel de la Ligue arabe. Pour rappel, cette ligue comprend les gouvernements du Bahreïn, du Qatar, des Émirats arabes unis, d'Arabie saoudite, du Koweït, de la Jordanie et d'Égypte. Les dirigeants de la Ligue ont adopté un plan de 53 milliards sur 5 ans pour la reconstruction de la bande de Gaza et le retour de l'autorité palestinienne dans l'enclave. Le projet est présenté comme une alternative au projet de Trump de placer le territoire sous contrôle états-unien. Dans ce scénario, la bande de Gaza serait administrée durant une période de transition par un comité de technocrates palestiniens avant que l'autorité palestinienne en reprenne le contrôle. Le président égyptien a déclaré que ce plan garantirait le maintien des 2,2 millions d'habitants du territoire. Cela dit, il n'a pas critiqué ouvertement le plan de Trump, au contraire, il a affirmé que le président états-unien était capable de parvenir à la paix dans la région. En gros, ça veut dire pas de confrontation directe, pas de critique directe. Et quelque part, ces termes de la négociation spectaculaire et outrancière de Trump ont pour résultat de réussir à faire se bouger les autres États de la région pour qu'ils débloquent des lignes budgétaires et mettent en place des moyens. Les pays de la région, en réalité, ne s'intéressent pas au sort des Palestiniens, mais plutôt à leurs propres intérêts politiques et économiques. Qui plus est, les deux seuls États qui sont opposés ouvertement au plan de Trump, c'est l'État français et égyptien, dans une alliance qui est une grande partie liée aux ventes d'armes françaises et à la coopération en termes de renseignement. Et là, on voit que le gouvernement égyptien, il est entre deux positions et ça se reconfirme si tu regardes un petit peu dans l'histoire. Et oui, l'alliance entre le pouvoir égyptien et états-unien, ça s'est établi après la reconnaissance d'Israël en 1980, ce qui a débouché à plus de 84 milliards de dollars d'aide humanitaire états-unienne à l'Égypte. Mais aujourd'hui, cette alliance est remise en question par l'intégration de l'État égyptien au BRICS, qui développe ses relations économiques avec l'État chinois. En fait, l'État égyptien cherche à jouer sur plusieurs tableaux stratégiques et économiques à la fois. Sauf que
en réalité, l'économie égyptienne, elle est boiteuse depuis les massacres à Gaza et la réponse Houthi qui a bloqué le canal de Suez, qui est l'un des principaux revenus de l'économie égyptienne. Et évidemment, cette fragilité, elle est utilisée par l'administration états-unienne, qui leur dit si vous voulez avoir cette aide financière précieuse, il va falloir s'aligner sur notre diplomatie. Pareil pour les projets chinois d'agrandissement du canal de Suez et les gros investissements qui ont déjà été réalisés, comme le métro d'Alexandrie, qui ont provoqué des avertissements de l'ONU qui menacent de réduire ces aides si les partenariats continuent. La vraie question n'est pas de savoir si les dirigeants égyptiens vont accepter le plan de déplacement des Palestiniens, mais plutôt de constater comment les Palestiniens sont instrumentalisés pour créer des rapports de force dans la région. Du côté de l'État israélien, eux, ils jouent le rôle de pivot stratégique pour les intérêts états-uniens dans la région, tout en servant au passage de territoires au sud Liban, en Cisjordanie, sur le plateau du Golan. En interne, le gouvernement israélien est dominé par les intérêts des colons, c'est-à-dire les va-t-en-guerre les plus fanatiques qui assurent le pouvoir à Netanyahou. Ce qui pousse de plus en plus cet État à la guerre au moment où Netanyahou, lui, s'embourbe dans son procès pour corruption. Au Liban, la stratégie porte déjà ses fruits. L'État israélien renforce sa présence militaire en occupant de gros pans du territoire malgré les accords de cessez-le-feu. Le Hezbollah a énormément perdu d'hommes, d'organisation, mais aussi de légitimité après la condamnation unanime du gouvernement libanais suite à l'attaque d'un convoi militaire français. Cette situation a créé une opportunité pour un réarmement occidental du pays, confirmé par la formation d'un nouveau gouvernement libanais aligné sur ses intérêts. En Syrie, la guerre civile continue et la fragmentation du pays a fait chuter le régime qui était jusque-là un important soutien aux États iraniens et russes. Une partie du territoire syrien, le plateau du Golan, est même actuellement occupé par l'armée israélienne. Ces avancées territoriales se sont consolidées en parallèle d'une destruction méthodique des capacités militaires syriennes, que ce soit terrestres, aériennes et navales. Ce qui neutralise efficacement toute menace potentielle venant de ce côté-là pour l'État israélien. Enfin, les annexions du territoire palestinien à Gaza et au sud Liban vont permettre à l'État israélien d'exploiter le gaz au large de la Méditerranée. Et il est probable aussi qu'en contrepartie du plan d'occupation de Trump à Gaza, les grandes boîtes états-uniennes pourront exploiter ou mettre en concession les ressources gazières sur les côtes gazaouis. Un rapport de l'ONU confirme que ces réserves appartenaient légitimement à l'autorité palestinienne, mais leur réattribution fait partie intégrante de cette vaste reconfiguration organisée par l'Occident. C'est là-dessus qu'on termine ce 3e numéro spécial des Dessous des tables, écrit par Paul et Deb. J'espère que ça vous a plu. C'est une émission qui est un rappel des enjeux géopolitiques sur Actu Réfractaire. Pour rappel, cette émission ne tient que grâce à vos dons, et là c'est le financement, on va en parler un peu plus la semaine prochaine, mais pour ceux qui veulent nous soutenir sur Canard ou sur Actu, le lien de la cagnotte est en description, donc n'hésitez pas à la partager et à y participer. Sur ce, des bisous et à la prochaine.